Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin avec nos débatteurs en effet de Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord à une dernière journée de l'année, donc une journée, un débat exceptionnel. On reviendra sur cette année 2024, ce que vous en retenez les uns et les autres, nos trois débatteurs. Trois, parce que nous devions avoir un plateau un peu équilibré avec un homme de gauche, écologiste, Jean-Luc Benamias, qu'on salue. Il est reclus chez lui à Marseille. Il devait être avec nous en visio, mais il est malade. Il est au fond de son lit. On lui souhaite un bon rétablissement. Avec nous aussi ce matin, Alexandra Spinner. Vous êtes enseignante, vous êtes élue, vous aussi. Je dis vous parce que vous allez être deux élus ce matin dans le studio de Sud Radio. Vous êtes élue régionale au Conseil régional d'Île-de-France, LR, en charge en particulier de la problématique scolaire, du décrochage scolaire. Avec nous, Christelle Nias. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes, vous, élue aussi démissionnaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Vous étiez au conseil municipal. Vous êtes, Christelle, donc vous-même, je le disais, une élue politique. Au département. Oui, au conseil départemental, en effet, du Val-de-Marne. Et vous êtes LR, vous aussi. Et puis, Garen Schnorokian. Garen Schnorokian, vous êtes journaliste, éditorialiste à Livre Noir. Non, Frontière. Frontière Média. On a changé de nom Frontière il y a 6 Média. mois déjà. Ah oui, ça s'appelle plus Livre Noir. On avait la mémoire de Livre Noir. On avait marqué avec Livre Noir, on va marquer avec Frontière. Voilà, je disais on devait avoir un plateau équilibré parce que vous êtes un peu plus à droite de LR, donc LR plus l'équipe de Frontières Média, et puis voilà, c'est peut-être moi qui devrais faire les objections. Alors de quoi on va parler ? Eh bien oui, je vous le disais, on va s'interroger sur ce que vous avez retenu les uns et les autres, les unes et les autres de 2024. On dit que c'est une annus horribilis, une année catastrophique. On va le voir. Peut-être que c'est pas le cas. Il y a de bonnes choses aussi peut-être. Je vous poserai la question à la fin de ce Mettez-vous d'accord. D'ailleurs, je rappelle à ceux d'entre vous, celles et ceux d'entre vous sur Sud Radio qui nous écoutez, que si vous voulez intervenir, vous aussi, pour un coup de gueule ou un coup de cœur, c'est le 0826 300 300. Vous connaissez notre numéro, 0826 300 300. C'est Parlons Vrai et vous êtes avec nous sur Sud Radio. Alors, on commence peut-être par le voyage de François Bayrou, parce que vous avez, François Bayrou, le Premier ministre, Mayotte, il en rentre à peine, il est en vol, avec les anciens premiers ministres qui l'accompagnaient pour s'occuper de l'éducation et de l'outre-mer par exemple, et puis le ministre de la Santé aussi, Yannick Neuder. Tout ce monde-là est allé présenter un plan Mayotte debout. Le Premier ministre nous dit qu'à 2 ans, il veut une reconstruction de l'île avec une loi d'urgence quand il va rentrer, qui sera votée dans quelques jours, il espère en tout cas. Et puis il veut interdire les bidonvilles et il y aura un débat, j'imagine, sur la remise en cause du droit du sol, puisqu'il dit, le Premier ministre François Bayrou, il y a évidemment, ce serait irresponsable de ne pas voir qu'il y a un problème d'émigration. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, tout ça a suscité chez vous, Alexandra Spinner, un coup de gueule, et on commence par vous. C'est quoi ce coup de gueule ? Alors, un coup de gueule en particulier, oui, puisque dans cette séquence du voyage ministériel à Mayotte, on a eu ces images terribles de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Elisabeth Borne, ancienne première ministre. Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui, alors que 2 professeurs l'interpellent sur la situation tragique dans les bidonvilles de Petite Terre, de Grande Terre, de Cavani et de Kawini, elle tourne les talons, tout simplement. Elle acquiesce d'un simple OK et elle tourne le dos à ces 2 jeunes professeurs. Il faut imaginer ce qu'est la vie d'un professeur à Mayotte. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, avec il est lui-même sinistré souvent. Voilà, absolument, avec l'épisode tragique qu'on vient de connaître. Sont donc des jeunes gens qui, pendant les fêtes, sont loin de chez eux. Ceux des images donnent le sentiment, ces 2 hommes blond châtain, qui disent des vraies choses, en fait, et qui ont la trentaine et qui tout d'un coup lui disent mais ça n'est pas réel quand vous dites que l'aide est arrivée. Qui l'interpelle sur un sujet concret, qui explique que l'aide n'est pas arrivée. On n'a pas de raison de ne pas les croire, puisqu'ils sont là, ils sont mobilisés pour leurs élèves, sont quand même ils disent qu'il y a que des bénévoles, l'État n'est pas venu. Jeunes professeurs
dont il faut savoir quand même qu'ils enseignent à des clandestins, à des jeunes enfants clandestins, que leurs élèves n'ont ni à boire ni à manger, c'est ce qu'ils expliquent, qu'ils ne peuvent pas se déplacer sur l'île. À Elisabeth Borne, parce qu'elle a écouté un certain temps, il faut bien reconnaître ça, elle les écoute, ce que je reproche elle à fait une Elisabeth objection, Borne, puis tout d'un coup, c'est vrai, elle tourne les Elle a talons. déjà eu une expérience malheureuse avec un élève, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence, où elle tournait le dos à un élève qui lui expliquait qu'il avait été victime de harcèlement scolaire. Bon, il y a déjà eu cette séquence, elle aurait pu en tirer les conséquences. J'imagine que à Matignon et au ministère de l'Éducation nationale, vous avez toute une armée de conseillers en communication, et je trouve terrible cette image d'une ministre de l'Éducation nationale au moment où les enseignants ont tellement besoin sur le plan national d'être écoutée, qu'elle leur tourne le dos dans cette situation tragique, qu'elle n'ait même pas l'humanité juste de les écouter, ou bien tout simplement de dire, vous savez, écoutez, je vous propose qu'on en parle tout à l'heure, est-ce qu'on peut se rencontrer, ça m'intéresse, je voudrais qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire, il y a un problème effectivement de logistique, est-ce qu'on peut en parler? C'est-à-dire qu'elle les plante là, avec leur désarroi, avec leur désespoir, sont des jeunes enseignants engagés pour les jeunes, engagés bénévoles, puisque là on est en pleine vacances scolaires, et on les plante là avec le plus profond mépris. Et moi ce que je reproche à la Macronie depuis des années, c'est que la marque de fabrique de la Macronie, c'est le mépris. Et moi je trouve que c'est insupportable, ces images ce sont que terribles. vous retenez de ces images, au fond, c'est un sentiment, la perception que vous en avez, c'est un sentiment de mépris d'Elisabeth Borne à l'égard de ces deux profs. De mépris absolu, oui. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté deux jeunes gens qui sont dans la réalité concrète, dans l'engagement concret, et puis Madame Borne qui arrive et qui balaye tout ça détaché. Voilà, tout ça n'est rien, et elle se retourne. Je vais essayer tout à l'heure de la défendre un peu, mais c'est pas à moi de parler. Mais c'est pas pour l'attaquer elle, c'est parce que je trouve que c'est insupportable en réalité. C'est insultant pour chacun d'entre nous, et en particulier pour les enseignants. Est-ce que Garenne Schnorrokian et est-ce que vous aussi, vous Christelle Namiasme, vous partagez ce que vient de dire notre amie Alexandra? Moi je vais être en désaccord avec Alexandra, mais pour une raison très simple, c'est que je n'en veux pas à Elisabeth Borne parce qu'elle est comme ça par nature, et qu'elle n'a pas d'empathie, et que quand elle était Premier ministre... Elle est très timide surtout. Hein. Je ne sais pas si c'est de la timidité ou vraiment... Non, c'est une blague. Non mais en fait c'est pas sa faute. Quand, passé 20 ans, on ne change plus la personnalité d'une personne. Ce n'est pas de sa faute, je crois que les Français ne sont plus capables d'entendre ça. C'est pas moi qui vais défendre Elisabeth Borne. C'est pas moi qui vais défendre Elisabeth Borne. Je déteste toute sa politique et tout ce qu'elle a fait depuis ces dernières années. Mais c'est sa nature, et c'est comme dans la fable de la grenouille et du scorpion, parce que c'est dans ma nature. Moi je lui en veux pas, elle est comme ça. Faut peut-être pas la mettre ministre, faut peut-être pas la mettre en contact des gens dans ce cas-là. Mais c'est peut-être ça l'erreur, c'est de l'avoir mis dans un ministère où elle va devoir aller parler des gens, alors qu'elle en est totalement incapable. Quand elle était Premier ministre, tous les ministres la détestaient. Macron pouvait pas la piffrer non plus. Donc non mais moi je ne la déteste pas. C'est humain. Je vous rappelle quand même que ces gouvernements successifs ont voulu mettre, notamment Gabriel Attal, l'empathie à l'école, des cours d'empathie. Pour moi déjà c'est une bizarrerie absolue, mais certes. Bon, pourquoi? Dont acte, parce que je pense pas que c'est pas l'école qui doit apprendre comment on se comporte. L'empathie c'est l'exemple, c'est pas ça s'apprend pas dans les livres. Excusez-moi, mais c'est pas voilà. Emmanuel Borne n'en a pas beaucoup eu dans son enfance peut-être. Je trouve que c'est sidérant, et ces images elles sont terribles, elles sont terribles. Elles sont terribles d'impuissance, elles sont terribles de désarroi, et elles sont terribles de mépris. Garenne Schnorrokian, c'est un peu le baiser qui tue quand même, la façon dont vous venez de la défendre. Parce que franchement, là vous venez de nous dire, bon finalement elle est dans sa nature, c'est quelqu'un de très froid, c'est quelqu'un, etc. Elle n'a pas d'empathie. Moi je dirais plutôt, est-ce que c'est pas quelqu'un qui d'abord, depuis son enfance, depuis la déportation de son père notamment, on a entendu que c'est une femme qui avait été obligée de se battre tout le temps, ensuite elle est parmi les meilleures à Polytechnique, dans un monde exclusivement d'hommes, vous voyez, je prends des arguments pour essayer de trouver, et qui a fait d'elle, qui lui a mis une carapace dont elle n'arrive pas à briser l'armure. Vous savez, Marie-France Garot, qui était une femme qui a eu exactement la même situation, entourée d'hommes, qui était une femme de pouvoir, en fait, était une femme très chaleureuse, j'ai eu la chance de la rencontrer une fois, très chaleureuse, humaine, avec de l'empathie. Donc c'est, à mon avis, c'est pas l'entourage, je pense que c'est sa personnalité à Elisabeth Borne qui fait qu'elle est comme ça. Excusez-moi, mais au-delà même de la personnalité, elle endosse une fonction.
et une fonction qui implique quelques responsabilités. Et quand on est dans une situation de crise, on ne demande pas de sortir de soi et de faire preuve d'une empathie dont on n'est pas capable, si ce n'est pas dans notre nature. Mais quand on est élu et qu'on a une population qui est en difficulté, en souffrance, le minimum, c'est de rester, d'écouter, de prendre la mesure. Si on n'a pas les moyens immédiats, mais en tout cas de prendre ce temps. Tourner le dos, l'image est forte. On est dans un monde de communication. Ok. Voilà. Mais c'est le rôle d'un élu. Alors là encore objection. Vous pensez pas que c'est aussi l'usage que nous faisons des images, alors que par ailleurs, si par exemple on avait juste gardé la partie où elle les écoute, on retiendrait que ça. Est-ce que c'est de sa faute ou c'est aussi notre façon du... Déjà, j'essaye de la défendre. Oui, j'ai bien compris, je rame pour essayer. Je pense que même moi je la défendais. On ne lui demande pas d'être chaleureuse. Vous dites à l'instant, il faut qu'elle soit chaleureuse. On ne lui demande pas du tout d'être chaleureuse. On lui demande d'être à la hauteur de sa fonction, à la hauteur de la situation. Transposer cette scène dans le quotidien. On se rencontre dans la rue, vous m'expliquez dans quelle situation tragique vous vous trouvez, dans quelle situation tragique se trouvent vos élèves, et je vous tape sur l'épaule, ce qu'elle n'a même pas fait, je vous dis ok mon grand, allez salut, et je vous tourne le dos. Mais qu'est-ce que vous penseriez ? C'est pas possible, ça n'est pas possible. Dans ces cas-là, puisqu'elle n'est pas capable, puisqu'elle a été peut-être intimidée, je veux bien entendre tout ça par les caméras, que ce sont des situations qui la stressent et qui... Voilà, très bien. Dans ces cas-là, elle lui dit, écoutez, on se parle tout à l'heure. En dehors du champ des caméras, ce que vous dites est très important, merci de m'apporter cette information, on se parle. On ne peut pas planter ces deux jeunes comme ça. Ouais, bon, vous êtes à peu près unanime, même si Karen Schnorrokian a essayé de la défendre et je suis venu à sa rescousse. Je vous veux pas comme avocat. Alors on revient sur Mayotte. On revient sur Mayotte et sur la façon dont François Bayrou propose un plan, une loi d'urgence, une loi de programmation derrière, et puis le débat sur le droit du sol qui refait son apparition, débat sur l'immigration à Mayotte, qui serait donc un fléau qui a été évoqué par le Premier ministre. On se retrouve tout de suite. Vous êtes avec nous sur Sud Radio. Ça s'appelle Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Avec 3 sur 4 débatteurs aujourd'hui. D'abord, on est en fin d'année, donc certains tombent malades. C'est le cas de notre ami Jean-Luc Benamias, de Sensibilité écologiste, qui devait être avec nous ce matin et qui est absent. Mais nous sommes ici avec Alexandra Spiner, enseignante et élue au Conseil régional d'Île-de-France LR, Christelle Niasme, élue municipale sur Villeneuve-Saint-Georges et au Conseil départemental LR du Val-de-Marne, et Karen Schnorrokian, journaliste et éditorialiste à Frontières Médias. Alors, est-ce que vous êtes d'accord au moins sur la façon dont le Premier ministre est sensible à la façon dont le Premier ministre a mobilisé le gouvernement, s'est rendu sur place et a annoncé sa volonté de voir, notamment avec une loi d'exception, une loi d'un établissement public du type Notre-Dame, c'est-à-dire qu'on déroge au droit commun pour essayer d'aller plus vite et reconstruire en 2 ans, dit-il, loi d'urgence, loi de programmation, nomination d'une personnalité à la tête de cet établissement public de reconstruction de Mayotte. Enfin, on a l'impression que l'État y met les moyens. Vous le sentez comme ça, Karen Schnorrokian? Alors, Karen Schnorrokian, votre micro, il n'était pas ouvert. Pardon, il n'est pas ouvert mon micro? Il est bon, ça fonctionne. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on fait des lois d'exception pour plein de choses, comme Notre-Dame, comme Mayotte, c'est très bien. Par contre, pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques aussi, il y a eu les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce qu'on nous embête toute la journée avec l'état de droit si en fait on peut s'asseoir aussi facilement dessus? Parce que quand on parle d'immigration, quand on parle de loi immigration, quand on parle de renvoyer les clandestins qui sont dans notre pays, on dit on peut pas, c'est l'état de droit, c'est l'état de droit. Alors on peut faire des lois d'exception dans certains domaines, mais on peut pas dans d'autres. Je sais pas comment ça marche en fait. Je vois bien où vous voulez en venir. Vous voulez nous amener sur le terrain de l'immigration tout de suite. On va y venir, c'est un autre sujet qui est très... Mais en fait, c'est en soi le fait de déroger à nos règles habituelles. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a trop de règles. Peut-être parce qu'elles ne fonctionnent pas. Parce qu'elles ne fonctionnent pas. Un pays suradministré. Absolument. Moi, je pense qu'on devrait en tirer les leçons. On se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, on est obligé de se débarrasser de toutes ces règles, de toutes ces contraintes administratives qui nous étouffent. Et je pense qu'on devrait en tirer les conséquences et peut-être justement tous millefeuilles administratifs, le nettoyer. Oui, le nettoyer.
Et vous savez, il commence à avoir une vision un petit peu gaulliste. François Bayrou, Macron, parce que De Gaulle disait quelque chose de très intéressant. Ça m'avait échappé. Attendez. Vous allez voir. C'est ironique. Ça m'avait échappé de. C'est pas ironique parce que De Gaulle disait il y a avant tout la France, l'État et le droit. Et il mettait le droit en 3e position. Et on se rend compte que Macron a compris que quand il y a des choses exceptionnelles, Notre-Dame, Mayotte, il peut se permettre de faire des lois d'exception. Donc c'est une vision très gaulienne. Donc on va pas dire que Macron est gaulliste. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a rien qui me va dans ce gouvernement. Vous inquiétez pas. Dans la vision gaulienne. Dans la vision du gaullisme et la vision gaulienne, absolument. Moi j'ai toujours considéré que la France, les intérêts de la France devaient être au-dessus de tout et que le droit était là pour gérer le quotidien. Aujourd'hui on a mis le droit au-dessus de tout. On a un gouvernement des juges qui aujourd'hui décide à la place même du législateur. C'est-à-dire que quand on fait une loi sur l'immigration, aujourd'hui, il y a le Conseil constitutionnel qui arrive et qui dit « Ah non, en fait, votre loi immigration, vous ne pourrez pas la faire. » Mais Garenne, pardon, mais la loi s'est faite pour être modifiée, changée, réformée et réécrite par le peuple souverain qui est représenté par ses représentants. Il suffit de la changer, la loi. Et aujourd'hui, ça a été kidnappé par le Conseil constitutionnel qui interdit de faire des modifications de loi quand ça ne leur plaît pas. Quand c'est pas conforme à la Constitution. Non, pas du tout. Alors justement, le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'il ne se base plus seulement sur la Constitution de 58, mais aussi sur le préambule, et aussi sur la Constitution de 48, et sur les droits de l'homme. Ils ont mis tout un fourre-tout dedans qui n'est plus du tout le travail originel du Conseil constitutionnel, qui était de juger sur la Constitution française de 58. Ils se sont donné des droits, tout ça, et ils se sont donné des droits supérieurs aux droits réels du Conseil constitutionnel. Non, mais effectivement, pour rebondir sur... vous êtes gaulliste, votre héritage, juste pour illustrer. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, il faut regarder comment fonctionne notre système. Je vais vous donner juste un petit exemple. C'était à la rentrée de septembre, là, il y a quelques mois, où les professeurs et les enseignants nous disaient, on n'avait plus de gouvernement à ce moment-là, il faut le rappeler. C'était bien. Exactement. Et les professeurs nous ont dit que à quel point il a été facile d'exécuter cette rentrée. C'était beaucoup moins complexe. Parce qu'effectivement, on n'a pas eu des retours d'une administration qui imposait des nouvelles normes, des nouvelles règles, qui revenaient sur les précédentes. Donc ça pose la question. Et donc finalement, Garenne Steinhocker a raison. Ce que les enseignants vous ont dit, c'est c'était bien son gouvernement. On est dans un pays suradministré et c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, y compris même le rôle des élus, en est rendu complexe. Quelle est la fonction des élus? C'est aussi de mettre de l'huile dans les rouages d'une administration qui parfois impose un fonctionnement extrêmement complexe. Comment vous voulez mettre de l'huile dans les rouages quand c'est l'administration qui gère absolument tout dans notre pays? C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Oui, mais en même temps, alors je me fais l'avocat du diable, je suis là pour ça. Mais au fond, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait que, par exemple, on vient de le voir sur Mayotte, dès qu'il se passe quelque chose de grave, Notre-Dame, on fait tout de suite appel à l'État et à l'État-providence. C'est-à-dire que tout le monde dit, qu'est-ce que fait l'État? Mais donc, il faut bien une administration, il faut bien gérer, il faut bien administrer. Donc, vous dites suradministrer. Je dis qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par ces nouvelles lois de programmation, de créer cette espèce de parapluie, parce que finalement, on a des systèmes qui sont tellement complexes que, finalement, on est obligé de créer encore des systèmes d'exception. On est obligé de passer par là si on veut pouvoir arriver sur des solutions. Il n'y a pas une contradiction, Alexandra, quand même, avec l'idée qu'on réclame l'État-providence en permanence et puis on tape sur la suradministration? Non, mais écoutez, c'est quand même une réalité qu'on est quand même suradministré, qu'on étouffe de cette administration et que nous, on est pour plus de liberté et plus de pouvoir aux collectivités. Tout à fait. Je pense que moi, je crois profondément, quand je vois ce qu'on fait à la région, que plus on donne de pouvoir aux collectivités et mieux les choses se passent. Ça, c'est une évidence pour moi. Maintenant, pour rebondir sur le Conseil constitutionnel, le problème du Conseil constitutionnel, c'est que plutôt que de faire du droit, ils font de la politique. C'est ça le problème. Voilà. Ce ne sont pas toujours des juristes d'ailleurs qui sont membres du Conseil constitutionnel. Juste que je sache, il n'est pas juriste, il est ancien ministre socialiste. Il y a des gens qui arrivent au Conseil constitutionnel dont on peut, être surpris de leur nomination, qui sont pas forcément très légitimes à cette place-là. Et un peu comme la Cour suprême américaine, les présidents nomment plutôt des amis politiques Bon, ça a toujours été un petit peu le cas. On cachait derrière des étiquettes de juristes l'amitié politique. Au moins, on avait des juristes avant. Voilà. C'est ça. Au moins, ils connaissaient parfaitement le droit. Encore qu'on peut considérer que Laurent Fabius, par exemple, connaît bien le droit. Pour l'avoir beaucoup massacré, oui. Bon, alors, deuxième aspect
respect de la visite de François Bayrou, et ça ne manquera pas de susciter des débats qu'on va ouvrir ici dans Mettez-vous d'accord sur Sud Radio, c'est cette idée que, dit le Premier ministre, ce serait irresponsable, je le cite, de ne pas considérer qu'il y a un problème d'émigration, sous-entendu de surémigration à Mayotte. 2, il faut donc se poser la question de la remise en cause ou non, là je ne le cite pas exactement dans ce terme, mais c'est à peu près ça, de la remise en cause du droit du sol. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alexandra Spinner? On découvre la Lune. Je vous rappelle quand même que le premier qui en a parlé, c'était François Baroin. François Baroin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Oui, et puis ministre des Outre-mer aussi. Des Outre-mer, c'est ça. Qui avait été sur place. Absolument. Et qui avait créé un scandale en disant... Mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut remettre je veux dire, quand vous voyez... Remettre en cause le droit du sol à Mayotte. Enfin, je veux dire, quand vous voyez la maternité à Mayotte, c'est la plus grande maternité de France. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je veux dire, il faut aussi que la vie soit possible. Alors expliquons les choses, ou disons les choses clairement. Pourquoi la maternité? Parce que des femmes venues d'Afrique ou Comores, c'est-à-dire les îles de l'archipel, qui ne sont pas françaises, viennent accoucher en France pour le droit du sol. En France pour le droit du sol, parce qu'évidemment à Mayotte, c'est la France, donc c'est une. Alors ça s'est réduit toutes les aides sociales, c'est tout le plaisir. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes les chances que nous avons de vivre dans ce pays? Donc en fait, les Mayotte, c'était très bien quand ils étaient 70 000, 80 000, parce que la France, du coup, pouvait investir et leur donner un cadre de vie bien supérieur à la moyenne des pays autour. Et donc, les Comoriens sont venus par centaines de milliers. On considère qu'aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 habitants sur l'île de Mayotte. Moins depuis la catastrophe, parce que beaucoup sont repartis aux Comores, au demeurant. Et il y a eu des morts, et une partie qui est rentrée aux Comores. Mais donc, tout le monde sait que le système français est le meilleur pour n'importe qui vient du tiers-monde. Donc, les Comoriens venaient juste accoucher en France, à Mayotte, pour donner un meilleur avenir à leurs enfants, tout ce qu'on veut, mais le coup, c'est que la vie à Mayotte s'est dégradée, criminalité qui a augmenté, pauvreté qui a augmenté, bidonvilles qui se sont créés, et donc Bayrou découvre en 2024... Il est nouveau Premier ministre, il fait de la politique depuis 45 ans, si ce n'est plus. Et il découvre que le droit du sol, c'est peut-être pas tip-top. Ben ouais, effectivement, il y a des gens qui le disent depuis 20 ans ou 30 ans, et oui, et dans ce cas-là, non seulement il faut supprimer le droit du sol à Mayotte, mais si on peut le supprimer à Mayotte, il faut le supprimer partout en France. Mais vos chiffres sont un peu à relativiser, puisque depuis 2018, il y avait par exemple de nouvelles obligations. Le droit du sol, le droit de l'émigration à Mayotte était dérogatoire du droit national sur le reste du territoire. Encore une exception du droit. Voilà, exactement. À savoir que par exemple, il fallait à Mayotte, ce qui était le seul endroit en France où il fallait prouver qu'on avait au moins 2 parents, enfin les 2 parents qui étaient en situation régulière avec une carte de séjour, au moins quand on était étranger, depuis au moins 3 ans ou 3 mois. Il y avait cette exception sur le droit du sol à Mayotte. Et ça a réduit le nombre, du coup, quand même, d'émigration sauvage, pas beaucoup. Il faut le reconnaître. Parce que le problème, c'est que même en venant illégalement et en se maintenant illégalement à Mayotte, ils ont une meilleure vie qu'aux Comores. Christelle Nasme. Excusez-moi. Ouais. Ça m'évoque surtout toutes les... C'est difficile de parler de l'immigration. Non, pas du tout. C'est surtout toutes les lois d'exception qui existent sur les DOM, parce qu'on découvre à chaque fois des situations exceptionnelles. C'est un petit peu, on va dire, les départements d'outre-mer, c'est ça. Excusez-moi. C'est la fin de la vie, il n'y a plus rien qui tient. Ça promet pour ce soir. Christelle, loi d'exception, disiez-vous. Ouais. Et c'est vrai que sur toute la question des DOM, parce que ce qui se pose à Mayotte aujourd'hui, on l'a aussi sur le reste des départements d'outre-mer, de nos départements d'outre-mer, avec des problèmes qui sont même élargis à des problèmes de délinquance, de trafic aussi, de drogue. La Guyane le vit de cette façon, avec Martinique, Guadeloupe, une pression démographique venant du Brésil. Démographique extrêmement lourde. Donc j'ai envie de dire qu'on vit des cataclysmes locaux dont on se rend compte quand il y a une crise exceptionnelle une fois de temps en temps, alors que c'est la France et que c'est une France à 2 vitesses et que peut-être que là ça nous permettra de prendre conscience qu'il y a des débats qu'il faut avoir. Il y a des débats qu'il faut avoir et qui sont nécessaires. Ce que je retiens, c'est que là, pour le coup, nos 3 débatteurs sont d'accord à peu près sur l'idée, au moins de la formulation par François Bayrou, avec cette réserve qu'il en prend conscience, nous dit Karine Chenankian, un peu tard, peut-être. Mettez-vous d'accord, là ils sont d'accord. Si vous voulez intervenir, vous connaissez le 0826 300 300, n'hésitez pas, appelez-nous et vous passerez à l'antenne. Et puis on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord,
Thierry Guerrier. Avec nos 4 débatteurs moins 1, puisque Jean-Luc Bellamias est souffrant ce matin, mais Alexandra Spinner est avec nous. Elle est élue au Conseil régional d'Île-de-France. Christelle Niasme, conseillère municipale Villeneuve-Saint-Georges, LR aussi, et conseil départemental du Val-de-Marne. Et Garenne Schnorokian, donc de Frontières Médias, journaliste. Alors, nous évoquions à l'instant les mesures annoncées par le Premier ministre François Bayrou à Mayotte pour la reconstruction de l'île. Et puis la dimension sociale et liée à l'immigration notamment, et ce débat qu'a relancé le Premier ministre en disant il faut se poser la question de la suppression ou non de droit du sol à Mayotte. Alors les questions sociales, c'est notamment la santé et les urgences qui sont dans toute la France en difficulté, et pas seulement à Mayotte évidemment où il y a un hôpital d'urgence et des grosses difficultés qu'on connaissait déjà. Christelle Niasme, pourquoi j'évoque ce sujet? Parce que c'est votre coup de gueule ce matin. Vous êtes inquiète de la façon dont les systèmes de services d'urgence dans les hôpitaux fonctionnent là pendant les vacances. Effectivement pendant les vacances bien sûr, et puis on a cette pression sur l'ensemble de notre système de santé qui est importante depuis de nombreuses années, qui n'est pas traitée, qui est en train de se révéler, d'autant plus aujourd'hui qu'on a des mouvements de grève qui commencent à poindre un peu partout en région Île-de-France. Grève de qui? Des infirmiers, des médecins? Des services d'urgence, tout à fait, qui rappellent leurs conditions de travail, qui rappellent aussi, alors forcément il y a la question salariale qui vient, puisque en fonction des conditions de travail sont corrélés forcément les moyens qu'on met en face. Ça semble être une évidence. Et ça pose la question, parce que déjà les Français commencent à avoir, ils disaient en 2023, je me suis noté cette statistique, 58% des Français considéraient que le système de santé fonctionne mal. Sondage ELAB de 2023. Quand vous avez presque 58, moi je suis peut-être un peu marseillaise, mais pour moi c'est quasiment 2/3 de la population. On est presque à 60. Voilà, on n'est pas très loin de 2/3 de la population. Donc cette perception que les Français ont d'un système qui dysfonctionne en termes de santé, c'est aussi toute la question de la prise en charge de l'humain, des questions de santé en France sont extrêmement présentes. Mais une fois qu'on fait le constat... qu'on fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? On est bien d'accord. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de charges qu'il faut réduire? Pour parler beaucoup avec des personnes du domaine soignant, alors vous allez dire que je suis un peu redondante, mais elle me parlait encore une fois de la suradministration de leurs tâches. De la suradministration de leurs tâches. C'est qu'on leur demande de faire plutôt que de faire du médical. Exactement. Elles doivent remplir des questionnaires, remplir des questionnaires, faire autre chose et ne pas se consacrer à leur métier la moitié du temps. Donc, et ce qui crée un épuisement de nos personnels soignants. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des métiers qui sont humains. Quand on traite l'humain, c'est très difficile de faire des statistiques et de quantifier. Sauf que l'administration, elle aime les statistiques. Bon, mais votre coup de gueule, c'est que certains services d'urgence ferment pendant les vacances là parce qu'il n'y a pas de médecin pour assurer la réception, l'accueil et la continuité de Garenne Schnorokian. Non, mais l'hôpital français est en train de mourir, mais pour tout un tas de raisons, par une suradministration, par des raisons aussi, je suis désolé, vous allez me dire que je suis monomaniaque, mais de l'immigration de masse qui aujourd'hui sature nos hôpitaux, surtout dans des zones comme à Marseille, etc., où vraiment allez jeter un coup d'œil aux urgences des hôpitaux, vous en croirez pas vos yeux. Il y a donc aussi un problème de budget de l'État, mais bon, l'État n'a plus d'argent, comment vous voulez qu'il finance les hôpitaux, surtout quand il doit financer en même temps une masse d'administrateurs dans les hôpitaux qui coûtent très très cher et qui ne soigne personne. Non, mais tout le système est très mauvais. Je pense qu'il faudrait faire une refonte totale du système de l'hôpital français. Mais bon, pour ça, il faudra avoir du courage. Et du courage, il n'y en a pas beaucoup en politique ces derniers temps. Ce qui tue l'hôpital, à mon sens, c'est l'absence d'agilité. C'est-à-dire, il y a tellement des strates administratives, ce dont on parlait tout à l'heure, tellement de chefs, de sous-chefs, d'ordres, de contre-ordres. Moi, je me souviens d'une vidéo de Philippe Juvin où il Philippe Juvin, médecin, professeur LR, de médecine, LR, absolument. Il est chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Donc, il sait de quoi il parle. C'est toujours bien de s'adresser à ceux qui connaissent le sujet et qui expliquaient que dans le cas d'une chute, le médecin devait passer plus de 20 minutes à trouver le type de fracture que c'était, au lieu de consacrer ce temps à soigner le malade. Oui, dans la nomenclature, c'est ça que vous vouliez dire. Absolument. Il fallait qu'il cherche dans la nomenclature de quelle case, voilà, alors qu'il ne s'occupe pas du patient. La France en crève. C'est pas seulement l'hôpital, c'est la France
crèvent de cette suradministration. Ce qui vous donne raison, c'est l'expérience qu'on a avec le Covid, ou qu'on a eu avec le Covid, où tout d'un coup, les services, tous les soignants ont dit, les services administratifs se sont calmés, ils nous ont foutu la paix, et pendant ce temps-là, on n'avait plus à remplir. Alors ils nous ont laissé faire, et ça a fonctionné. Bon, et on revient au fond à cette. Bon, maintenant, il faut aussi des données, ce qu'on appelle les data, des données liées aux patients. Il les faut pour les chercheurs, pour pouvoir ensuite orienter les essais cliniques, par exemple, pour les nouveaux médicaments. Donc quand même, est-ce que vous caricaturez pas un peu là, quand même? On met beaucoup d'argent dans le système de santé, beaucoup d'argent. C'est des milliards qui sont déversés, et c'est bien normal dans notre système de santé, mais ça ne va pas aux soins, ça va aussi à la bureaucratie, et c'est ça qu'il faut supprimer. On peut plus continuer comme ça. On peut plus continuer comme ça. Pendant la période du Covid, on a mis nos petites bougies pour les soignants. Respectons-les et prenons des vraies mesures qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions. Les hôpitaux privés, par exemple, font preuve d'une certaine... Il en existe en France. De plus d'agilité dans la prise de décision. Oui. Quand vous entendez des histoires horribles de personnes qui crèvent sur des brancards, est-ce que c'est digne d'un pays comme le nôtre? Non, c'est pas possible. D'ailleurs, les politiques se soignent dans les cliniques privées, pas à l'hôpital public pour la plupart. Alors on a quand même... Non, on peut pas dire ça. J'en connais beaucoup, j'en connais généraliser. Non, c'est jamais tous, c'est jamais aucun. Mais l'hôpital public, comme ils mettent pas leurs enfants dans l'école publique, on a des services publics dans l'hôpital public très performants. On a des médecins formidables, on a des soignants moi, je exceptionnels. Regarde où est-ce que les politiques, surtout de gauche, mettent leurs enfants à l'école et où est-ce qu'ils se font soigner. En général, c'est dans le privé. Eux qui passent leur temps à critiquer le privé et à dire que le public c'est merveilleux. Ils ont tellement détruit le public qu'ils sont eux-mêmes obligés d'aller se soigner dans le privé ou mettre leurs enfants dans des écoles privées. Bon, c'est moi qui ai lancé le débat public-privé, donc je me à moi de me taper sur les doigts. Mais bon, je suis assez d'accord avec vous sur beaucoup de points, mais bon, je fais l'objection. Alors, autre coup de gueule ou coup de cœur, vous, c'est quoi, un coup de cœur? Moi, c'était un coup de cœur, parce qu'on me dit que je suis pas assez positif, donc je veux du positif. Alors, qu'est-ce qui est positif dans le système aujourd'hui? Il y a quelque chose qui a très bien marché, c'est on a enfin connecté l'EPR de Flamanville au réseau électrique. La nouvelle centrale nucléaire, la plus puissante de France. On a une nouvelle centrale nucléaire. Alors, le démarrage est à 20% pour le moment, le temps qu'on fasse tous les tests, mais il a été connecté au réseau. Et ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas connecté une nouvelle centrale au réseau. Et juste pour que les gens se rappellent, 25 ans, c'est 1999. Avant 2000. Ça vous fait un petit coup de vieux là. Oui. C'est pour ça que la date est importante. Depuis 1999, on n'avait pas connecté une nouvelle centrale. Macron, qui a commencé son premier mandat de 2017 en étant anti-nucléaire, en voulant fermer les centrales, en disant qu'il fallait se passer de l'atome, qu'il fallait faire des éoliennes. Il était pour un mix plus équilibré à la Hollande, quoi. Le mix, et il a changé la vie, en effet. C'est du pipeau. C'est du pipeau que les Allemands ont fait et ça leur coûte très très cher. Les Allemands ont arrêté totalement leur système nucléaire et aujourd'hui ils payent un prix délirant aussi bien financier, mais aussi en termes de CO2, et en charbon. Parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne produit 10 fois plus de CO2 au mégawattheure comparé à la France. 10 fois plus. Et même des jours où c'est 36 fois plus. Voilà, et il y a nos amis écologistes français qui expliquent que le modèle allemand est génial et qu'il faudrait le copier. Mettez des éoliennes et des centrales photovoltaïques partout et on compensera avec du gaz et du pétrole qu'on brûlera. Ben non, le seul système qui marche aujourd'hui et le seul système d'avenir, c'est le nucléaire, que ce soit la fusion ou la fission. Quand on aura les technologies nécessaires, on passera à la fusion nucléaire. En attendant, on a la fission et il faut l'utiliser. C'est l'énergie la plus propre, c'est l'énergie la moins coûteuse, c'est l'énergie la plus sûre. Oui, les accidents nucléaires, c'est tellement rare. On meurt beaucoup plus du gaz et du charbon dans les centrales thermiques que du nucléaire dans le monde entier et même n'importe où en Europe. Donc, que les écologistes arrêtent, s'ils veulent sauver la planète et pas leur ego, qui se mettent au nucléaire et qui commencent à défendre le nucléaire français, qui est aussi, je suis désolé, je rajoute juste une chose, un fleuron technologique français. Et aujourd'hui, si le PR a pris autant de retard à la construction, c'est parce que les politiques ont mis des bâtons dans les roues, ont baissé les budgets, avaient décidé d'achever le nucléaire. Merci les écologistes encore une fois. Mais aujourd'hui, on va pouvoir refaire du nucléaire. Macron a recommandé 6 centrales. Peut-être 8 de plus en option. 6, 8, 14 même peut-être. Voilà. Mais c'est très cher un EPR. Bien sûr c'est cher, mais c'est ça d'investissement. Gouverner c'est prévoir.
Gouverner, c'est prévoir. De Gaulle avait prévu et aujourd'hui, on vit encore grâce au nucléaire que De Gaulle et Giscard d'Estaing ont fait en France. Aujourd'hui, si on n'est pas un pays du tiers-monde, c'est grâce au nucléaire. Vous savez que l'Allemagne, qui donc a détruit son parc nucléaire, où il a mis fin, pour essentiellement investir dans le renouvelable, le solaire et l'éolien, quand il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent comme en ce moment, tire à fond sur le gaz et le charbon. Et donc il y a pire que le CO2. Il y a le CO2, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les particules fines, c'est-à-dire ce qui est issu notamment de la combustion du charbon et qui détruit des vies en quantité. L'Allemagne a réouvert des mines de charbon. C'est bizarre que les écolos soient pas hostiles à cet aspect-là. Parce que c'est idéologique. Ils sont pas pour l'écologie, ils sont pour l'idéologie. Ils sont pour l'idéologie, et en particulier une idéologie punitive. C'est ça qu'ils aiment. Sur les éoliennes... Cela dit, c'est un des éléments de l'effondrement économique en ce moment de l'Allemagne. Je dis bien l'effondrement. L'énergie, c'est ce qui est plus important pour l'économie d'un pays. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut tourner aucune industrie, aucune usine. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de courant en fait. Peut-être préciser que la centrale nucléaire de Flamanville, elle va produire en une année ce que 3500 éoliennes hautes de 100 mètres. Tout le parc photovoltaïque, par exemple, produisent. Donc vraiment, c'est pour le coup une excellente nouvelle pour notre pays. Oui, on passera sur tous ceux qui ont assassiné autour de cette table. Non, parce qu'à un moment donné, déjà qu'on soit revenu en arrière sur la question du nucléaire, c'est un manque de courage fou. Ouais. Répondre à des pressions de lobbies écologistes. Une filière avec un savoir-faire c'est dramatique. Un des meilleurs au monde. On a dégoûté nos ingénieurs de la filière nucléaire. Ils sont partis ailleurs. Et ce qui est important, je rejoins complètement le propos, c'est qu'effectivement, on vit sur les décisions des derniers chefs d'État qu'on a eu dans ce pays, les hommes d'État qu'on a eu dans ce pays. Et aujourd'hui, effectivement... Vous voulez dire les grands, à vos yeux, ceux qui ont des hommes pris les bonnes d'État. décisions. Aujourd'hui, je pense qu'on a des gens qui font de la politique, mais qui ne sont pas des hommes et des femmes d'État, qui se soucient plus de leur prochaine... Vous ne parlez pas de Hollande, là, vous parlez de Pompidou. Oui, voilà, il faut remonter un peu, exactement. Oui. Qui pensent à la prochaine élection, qui défont des lois qui ont été faites précédemment, sans se soucier effectivement de l'intérêt supérieur du peuple français. Et c'est ce qui conduit à ce qu'on démantèle notre industrie avec le nucléaire, mais demain, là, avec nos agriculteurs, on peut aussi parler des conséquences des accords du Mercosur. Les auditeurs de Sud Radio vont trouver qu'on est vraiment très équilibrés ce matin et tous d'accord sur le nucléaire. Jean-Luc Bellamès aurait été là, il aurait sûrement fait les objections, lui, c'est leur cadeau de fin d'année. J'aurais la paix pendant cette émission. Tout le monde est d'accord, personne s'engueule. Vous voyez, on en rigole en plus. Si jamais vous voulez faire l'objection, c'est au 0826 300 300. Là, on va retourner nourrir l'antenne avec ses équipes et la pub. Et puis on se retrouve tout de suite après pour aller jusqu'à midi avec nous dans Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Alors nous sommes avec nos trois débatteurs ce matin, Garen Schnorokian de Frontières Médias, Christelle Niasme, élu municipal à Villeneuve-Saint-Georges et élu du conseil départemental, le département LR dans le Val-de-Marne, Alexandra Spinner, élu LR au conseil régional d'Île-de-France. On va voir si vous vous mettez d'accord sur cette décision, notamment de quelques grandes métropoles, Paris, Grenoble, Lyon par exemple, dirigés à chaque fois par la gauche ou par des écologistes, qui veulent être très stricts à partir de demain, à partir du 1er janvier, avec les questions de pollution. Donc allons-y, puisque vous étiez pour le nucléaire, on va voir si vous êtes cohérent et si au fond vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut supprimer les véhicules dits critères 3, c'est-à-dire, alors certains disent, mais ce sont ceux des gens les plus modestes, et ce sont eux qu'on va pénaliser, les plus pauvres finalement, parce qu'on leur interdit de rouler en ville. Dans ces villes, sont des véhicules diesel ou essence d'avant 2006 ou d'avant 2011 qui évidemment sont plus polluants. Non, donc pas forcément. Alors, Garen Schnorokian, non, pas forcément. C'est pas parce qu'une voiture est plus ancienne qu'elle est forcément plus polluante. Non, mais c'est dans ces cas-là, le système de critères est complètement injuste et injustifiable. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez... Alors moi, j'ai absolument rien contre les 4x4. Je veux juste mettre le nez dans le problème de ce système critère. Si vous avez un énorme 4x4 essence... Un SUV, quoi. Un gros SUV qui pèse 2 tonnes et qui est récent, disons 2023, c'est un critère 1.
Si vous avez une toute petite voiture essence de 2005, c'est une critère 3. Alors qu'elle pèse beaucoup moins, qu'elle dépense moins d'essence. Elle consomme moins d'essence, elle pollue moins. Factuellement, elle pollue moins, c'est-à-dire qu'elle consomme moins d'essence. En volume, quoi. En volume de pollution. Et donc, votre petite voiture essence de 2005, vous ne pourrez pas aller en ville avec. Votre 4x4 de 2024 qui fait 2 tonnes et quelques, pas de problème, ou même 3 tonnes, vous pouvez... Mais il a plus de filtres, il est normalement moins polluant. Non. En fait, il y a quand même des choses simples qui s'appellent les règles de la thermodynamique. Et en fait, on peut pas aller à l'encontre du fait qu'un véhicule qui pèse très très lourd consommera factuellement plus d'essence et malgré tous les filtres de la Terre. Malgré tous les filtres, il y a une réalité. Le système critère est un système anti-pauvre. C'est pas un système anti-pollution, c'est un système anti-pauvre. Les grandes villes en ont les bobos des grandes villes en ont ras-le-bol de voir les pauvres des banlieues venir avec leurs voitures pourries, sauf qu'ils vont se rendre compte d'un truc, et on s'en rend compte déjà à Paris, dans toutes ces grandes villes tenues par la gauche. Les commerces meurent dans toutes ces villes parce qu'on a interdit la voiture. Et sans voiture, il n'y a pas de consommateurs. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a plus de magasins. Et tous les centres-villes, moi je suis parisien de naissance, je vois Paris en train de mourir. Mais la gauche vous dirait que c'est aussi tout simplement parce que le pouvoir d'achat baisse. Non, pas du tout, parce que dans les centres commerciaux, il explose. Dans les centres commerciaux pourris en tôle qui sont à la périphérie des grandes villes et que je déteste, mais malheureusement, les gens, ils ont besoin de se nourrir, ils n'ont plus le droit d'aller en ville, ils vont chez Carrefour et compagnie, qui sont des énormes hangars. Donc c'est pas un problème de pouvoir d'achat, c'est qu'on a interdit aux pauvres d'accéder aux villes. Bon, mais alors la pollution, Alexandre Assefiner, vous allez pas être d'accord ou vous êtes d'accord? Non, alors je suis sur le fond, je suis d'accord. Néanmoins, il faut quand même rappeler. C'est une décision anti-pauvre. C'était une décision, oui, qui s'attaque aux plus faibles, aux plus fragiles socialement, ça c'est certain. Néanmoins, la pollution de l'air, il faut quand même rappeler que ça tue entre 40 et 100 000 personnes par an, ce qui est quand même... À peu près 48 000, paraît-il, morts liés à la pollution de l'air en France. 40 et 100 000. C'est considérable. Voilà, ce qui est tout à fait considérable, mais comme d'habitude... Oui, 44 800, pardon, c'est plutôt... On est de l'ordre de 4 000. Ce sont des chiffres entre 40 et 100 000. C'est rarement monocausal. Il faudra qu'on réenquête. On est bien d'accord. Autant pour moi, on n'a pas vérifié le chiffre. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est l'écologie punitive. Et ça ne sert à rien, parce que va-t-il se passer? On ne pourra pas l'appliquer, donc ça va encore un peu plus discréditer la chose publique, l'action publique, parce qu'on s'apercevra que c'est pas applicable. Vous savez, il y a par exemple, il y a plein d'autres solutions. On pourrait par exemple, par exemple, électrifier tout ce qui est flotte professionnelle, par exemple. Ça, on s'aperçoit que ça a un vrai impact. Pourquoi s'attaquer toujours à ceux qui sont fragiles économiquement? On a un exemple. Pour dire qu'on fait quelque chose, peut-être ? Madrid. Ça fonctionne bien. Et comment ça fonctionne? Alors Madrid, le centre-ville n'est accessible que aux voitures électriques. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, concrètement... C'est un peu ce qu'ils veulent faire dans la zone centrale de Paris, avec les 4 arrondissements. Les 4 premiers arrondissements, là, ils veulent interdire le trafic. Mais tout le trafic, même l'électrique. Oui, mais ce qui se passe à Madrid, c'est que ceux qui sont concernés sont plutôt des couches sociales plus aisées et plus favorisées. Et donc, ce sont des mesures plus acceptables sur le plan social. Il ne faut pas que l'écologie ce soit toujours punitif, et il ne faut pas que l'écologie ça mette toujours hors jeu ceux qui financièrement peuvent pas se permettre de changer de voiture c'est ça qui est inacceptable en réalité. Alors là-dessus, je vais peut-être être pas complètement d'accord. Je pense qu'il faut de toute façon, il y a un moment sur les questions environnementales, il faut... moi, je viens d'un territoire qui est particulièrement pollué. Moi, j'ai des avions, du ferré, j'ai la route. Saint-Georges, c'est tout près de la piste d'Orly, en effet. Ah oui, on est juste en dessous. On est sous la trajectoire des avions. Il y a les péniches en dessous, la Seine. Quelques péniches, oui. On a des familles aussi. Et les trains, et notamment des trains diesel, parce qu'il y a les locomotives de voies de chemin de fer pour le transport de marchandises qui sont diesel. Mais donc, du coup, c'est vrai que chez nous, alors, moi, je vais avoir les statistiques sur les questions du bruit, qui sont une nuisance. Et il faut avoir en tête que le coût social du bruit, c'est 65 millions d'euros en Ile-de-France. C'est-à-dire que quand on rend la population malade parce qu'on ne prend pas de décision sur les questions environnementales, derrière, il y a des conséquences sur la santé que la collectivité paye. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, ce que je regrette, bien évidemment, comme tous les élus, et ça, c'est logique, c'est que fatalement, les premières populations qui sont touchées, ce sont les populations
les plus fragiles qui ont besoin de leur véhicule, parce que quand on vit en banlieue, le véhicule, c'est un mal nécessaire. On peut pas faire autrement. Les artisans aussi. Les artisans, les commerçants, touchés. Tous les gens qui sont dans le bâtiment, tous ceux qui travaillent dur tous les jours et qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Et en plus, et c'est vrai que ce sentiment d'être de banlieue, il se renforce avec le temps. La banlieue, ceux qui sont un peu au banc de la société, Paris veut de moins en moins de relégation. De relégation, absolument. Voilà, donc ça se renforce avec la mise en place de ce type de dispositif. Maintenant, peut-être qu'il faut s'attaquer. Alors on va dire on n'a pas de sous, c'est vrai, il y en a de moins en moins, mais comment on accompagne la transition et le changement de véhicule. Alors je sais que les gens ne veulent pas de la véhicule électrique. On a surfinancé les véhicules électriques. Et je dis pas les que gens n'en veulent pas. Mais oui, mais il y a aussi les véhicules hydrogène qui pourraient peut-être être mieux regardés. Je suis d'accord que sur la technologie, à un moment donné, on s'est engouffré dans l'électrique. Peut-être qu'il y a d'autres technologies. Investir. Désolée de revenir sur le fait d'électrifier les flottes professionnelles, mais ça a un vrai impact. Bien sûr. Ça diminue les émissions de CO2 de 70%, ce qui est quand même énorme, et ça diminue la pollution de 50%. Ce sont quand même des chiffres qui devraient être encourageants. Sauf que ce que vous oubliez dans ces chiffres, c'est que la production de voitures électriques et la durée de vie des batteries est très courte. Ce qui fait qu'une voiture électrique aujourd'hui est un peu moins polluante qu'une voiture thermique, mais pas beaucoup moins. Sur le cycle de vie des matériaux, bien sûr. C'est-à-dire entre la construction de la voiture électrique et sa mort. Moi, je parle des flottes professionnelles. Bien sûr, mais ces flottes professionnelles, c'est exactement la même voiture que les voitures des particuliers électriques. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en réalité depuis plus de 30 ans, améliorer le thermique, la rendre de moins en moins polluante, la rendre elle consomme de moins en moins. Aujourd'hui, les voitures, moi j'ai une vieille voiture qui consomme Elle est critère 3. Elle est critère 3 parce qu'elle peut rentrer dans le centre de Paris, dans le centre de Lyon, le centre de Grenoble. Non mais c'est fini, je suis plus en voiture à Paris depuis des années, je suis en scooter, alors c'est impossible de rouler à Paris, c'est terminé. Et moi qui prenais beaucoup de plaisir à rouler dans Paris, mais aujourd'hui c'est fini, je suis obligé de me prendre la pluie sur la gueule parce que Hidalgo a volontairement détruit la circulation à Paris. Elle s'en est même pas cachée, elle a dit c'est mon objectif. Pour les véhicules pour revenir au sujet, les véhicules thermiques aujourd'hui polluent de moins en moins, consomment de moins en moins d'essence. Et aujourd'hui, on a un savoir-faire qui est incroyable sur le véhicule thermique. Il serait peut-être temps d'arrêter cette guerre contre le thermique. Le thermique, c'est pas mal, c'est pas le mal. Il faut savoir s'adapter en fonction des besoins nécessaires. Surtout qu'on avait un sacré savoir-faire avec nos on a tué Renault, on a tué Peugeot. On est en train de faire bien encore. Mais enfin, est-ce que vous vous rappelez qu'avant, on achetait une voiture pour à peu près 9 000 € neuf. Aujourd'hui, en dessous de 35 000 €, on n'a rien. C'est délirant aujourd'hui. Alors, à cause des taxes, à cause des règles. Je voudrais vous donner une statistique qui va peut-être vous faire plaisir ou qui au contraire va vous amener à contester, mais qui va dans le sens contraire quand même de ce que vous dites. C'est-à-dire que l'idée que toutes les mesures que nous prenons sont nocives, que les gouvernements prennent... C'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Dans la santé. Non, mais là, tout de même, un peu, vous dites ça, c'est un truc contre les pauvres. Très bien. Mais là, on a une statistique passionnante qui vient du ministère de la Santé et qui est issue de la façon dont sont récoltées toutes les données sur les Français, les patients français, les malades français. Eh bien, sur les Français en bonne santé aussi, l'espérance de vie en France a progressé d'1 an et 10 mois. C'est-à-dire, on est presque à 2 ans de progrès depuis 2018, donc depuis 6 ans. Et pour un homme, c'est à peu près la capacité à partir de 60 ans de vivre 10 ans maintenant en bonne santé, sans maladie chronique, sans en tout cas événements graves. 12 ans pour les femmes. C'est-à-dire qu'en gros, ça va beaucoup mieux. La santé est bonne, les Français se portent bien. Vous devriez être heureux. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis absolument d'accord avec ces chiffres scientifiques. L'erreur, c'est qu'on mange bien, c'est qu'on fait du sport, c'est dans votre analyse, c'est de croire que ça vient de l'État. C'est pas l'État qui fait ça. C'est parce que les gens... alors déjà, la médecine avance extrêmement bien aussi. L'État peut pas être responsable que de ce qui va mal quand même. En général, quand l'État met son nez dans quelque chose, ça va mal se passer. En général. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est assez rare. Aujourd'hui, la santé des Français, c'est-à-dire la durée de vie des Français en bonne santé 10 ans de mieux, augmente parce que la médecine a évolué de façon drastique. Absolument. Et cette médecine, je suis désolé, c'est pas en France qu'elle évolue, c'est aux États-Unis. C'est les chercheurs américains, c'est les chercheurs asiatiques type japonais et chinois qui font les recherches, parce qu'en France, la recherche est dans un état catastrophique. Elle va pas bien, mais il y a des très grands chercheurs en France. Bien sûr, d'ailleurs, c'est pour ça que les très grands chercheurs français, ils partent vivre aux États-Unis en général, parce qu'ils sont payés à la vraie valeur de leur travail et non pas dans un salaire de CNRS à 2 000 € par mois. Et donc en France, les seuls chercheurs qu'on a gardés, c'est ceux en sociologie
magie qui servent à rien. Non, on en a très bon, y compris du CNRS, en matière de recherche médicale sur le cancer, par exemple. Qu'est-ce que vous inspire cette statistique, Alexandra Spinner, Christelle Niasme? Non, mais c'est évident que les conditions de vie actuelles... je veux dire, quand on parle à nos aînés, on se rend bien compte qu'on mange mieux, on vit mieux. Il y a 50 ans. On a une conscience de l'urgence écologique collective qui fait que on a fait des progrès importants. On a aussi une conscience de la nécessité de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé. Oui. On a effectivement... Ça a progressé et ça se voit dans les chiffres. Tout a progressé. Je crois qu'il y a plein de raisons d'espérance dans notre pays. Hein. Alors, je me suis demandé, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est on vit plus longtemps, mais dans quelles conditions? C'était ça. On vit plus longtemps, mais ça c'est moins drôle. Voilà, c'est ça. Moins de maladies graves. C'est plus socialement et psychologiquement. Exactement. Sur toutes les questions psychologiques où effectivement il y a des. C'est dommage qu'on le vive moins bien, alors que physiquement on va mieux. Finalement, on a plus de temps pour vivre plus longtemps, pour profiter de la vie, c'est ça. On va voir dans quelques instants dans Mettez-vous d'accord ce que vous retenez en bien ou en mal de cet annus horribilis de cette année 2024. N'hésitez pas à nous appeler vous aussi pour nous dire ce que vous en pensez de l'année 2024 au 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio et c'est Mettez-vous d'accord. Thierry Guerrier. Un Mettez-vous d'accord un peu exceptionnel et dans cette dernière demi-heure avec nos trois débatteurs, Garen Schnorokian de Frontières Médias, Christelle Niasme et Alexandra Spinner, qui sont toutes les deux élues en région parisienne, LR. Eh bien, nous allons évoquer l'année 2024. Est-ce que vous en retenez? Si jamais vous voulez, vous, à l'antenne, les auditeurs de Sud Radio, les auditrices au 0826 300 300, nous dire ce que vous en retenez et ce que vous espérez de 2025. Mais ça, on le fera plutôt demain. Eh bien, vous nous appelez, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous retenez de 2024, dont je disais tout à l'heure que certains la qualifient d'année horrible? Bon, très bien, mais c'est peut-être aussi une très belle année avec de très beaux événements. Suivez mon regard, Alexandra Spinner. Moi, j'en retiens des événements exceptionnels, évidemment, en tant qu'élu régional. Avec Valérie Pécresse et Patrick Caram, on a passé des années à lutter contre le JO-bashing. On a fait des Jeux Olympiques et Paralympiques tout à fait exceptionnels. La France a fait... c'était une séquence merveilleuse pour notre pays. On a vu des grands champions paralympiques. On a vu tous ces sportifs capables de se dépasser. C'était quand même un exemple merveilleux pour les Français et pour le monde. On a étonné le monde et je trouve que c'était une séquence absolument extraordinaire. Moi, j'ai adoré ces JO. Je n'aime pas du tout le sport et pourtant, comme de nombreux Français, j'ai découvert des sports. J'ai aimé les regarder, j'ai aimé les encourager. Et ceux qui l'ont incarné, parce que c'est les sportifs eux-mêmes qui l'ont porté, ces hommes, ces femmes. Et j'ai envie d'être un petit peu, en cette dernière journée de 2024, d'être un petit peu caricatural, mais au fond, 2024 nous a proposé deux visions du monde. Elle nous a proposé la vision du monde que propose LFI, avec la bordélisation de la vie politique, avec cette espèce de spectacle ignoble, avec cet antisémitisme rampant qu'ils ont remis au cœur de notre vie politique. Ils sont pas là pour se défendre, donc écoutez, j'écoute ce que vous dites. Oui, je crois qu'il n'y a pas de défense possible. Il serait là, il vous dirait le contraire. Alors je vais défendre la LFI. Non, je plaisante. Et voilà, ils ont inventé une espèce de réalité parallèle sur l'économie, sur l'insécurité, sur l'antisémitisme. Ils s'inventent des fascistes imaginaires et leur vocifération a quand même empêché le pays de se transformer. Et je trouve qu'on a le choix pour 2025 entre cette France des JOP qui a été une France qui gagne, une France qui fait rêver, une France qui fait ensemble. Alors, je suis très prudente avec ce mot ensemble, n'étant pas macroniste et n'étant pas Macron compatible, mais en revanche, je trouve que oui, ça a été une vision magnifique. Ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que quand la France quand la France est ensemble, quand la France est fière d'elle-même, et bien voilà le résultat. Et moi j'ai envie de ça pour 2025. Et c'est ce que je retiens. Le millésime 2024, vous nous dites, on en retiendra les JO, les JO, Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça a quand même été pour chacun d'entre nous quelque chose de tout à fait exceptionnel. Oui. Moi j'ai envie d'en retenir cela. Et j'ai envie que ce soit notre modèle pour 2025. Dans 10 ans, quand on dira 2024, on pensera tous JO. Évidemment, JOP. Non, moi je pense pas. Alors, si. Allons-y, Garen. Dans 10 ans, on dira 2024, on pensera à la dissolution.
Et moi, c'était. On a un champion du monde là, hein, de la dissolution. Ah oui, vraiment, moi j'ai adoré la dissolution. Alors, déjà, j'ai adoré. Moi, je l'ai pas adoré. Non, c'est ironique, on l'a bien compris, c'est du second degré. Ah non, vraiment, j'ai aimé ça parce que je suis journaliste politique, du coup, ça m'a fait beaucoup de travail. Vous l'avez adoré, oui, d'accord. Et deuxièmement, parce que j'ai adoré voir la tête de tous les députés macronistes confis et ravagés quand ils ont appris que Macron, ils ont appris en même temps que nous, à la télé, que leur patron, que leur les mettait au chômage et qu'il y allait avoir une dissolution et qu'ils allaient devoir retrouver un travail. Voir la tête des macronistes défaits était un plaisir de fin gourmet, je vous l'avouerai. Deuxièmement, cette dissolution a été très importante pour la reconstruction du paysage politique. On a vu, on est passé du système de 2 blocs, un vrai système en 3 blocs, gauche extrême gauche, centre extrême centre et droite extrême droite, comme on dit. Ça, c'est votre vision. Bah oui, c'est mon analyse. J'adore centre extrême centre. C'est mignon. C'est mignon. Parce qu'au centre du centre, il y a le néant et il s'appelle Bayrou. Mais il est Premier ministre, ça a permis. Cette dissolution a permis de rebattre les cartes, de voir un petit peu plus quelle était l'opinion des Français, et ça a permis de préparer un peu mieux les élections qui vont arriver, parce qu'on a les municipales en 2026, les présidentielles en 2027, les régionales en 2028. Et donc c'était un bon moyen déjà d'arrêter avec cette espèce de gouvernement et d'Assemblée nationale qui ressemblait à rien, qui était à moitié détruit mais pas entièrement. Là, Macron a détruit entièrement l'Assemblée, il a fait tabula rasa, et c'est bien, ça permet de revigorer la politique. D'ailleurs, on l'a vu, énormément de participation aux élections législatives de 2024. Oui, enfin, Emmanuel Macron. Amputé, quand même. Comment ? Non, je rebondissais sur la participation législative, c'est parce que le débat a été sévèrement amputé sur ces élections en raison du contexte international. Mais les Français sont allés voter en masse. Et donc vous, Garenne Schnorr-Okian, vous pensez que dans 10 ans, en 2034, on dira 2024, ah oui, on retiendra pas les JO. On retiendra pas les JO. On retiendra pas les JO, on retiendra Alors les JO étaient vraiment très bien, et c'était sur cette radio face à Alexandra où j'avais dit que ça allait très mal se passer, et mea culpa, mea maxima culpa. J'ai été beaucoup moquée ici. Bien sûr, je me rappelle. Pour avoir vanté le. Bien sûr, non mais vraiment, l'événement c'est très bien passé, et je pensais que ça se passerait extrêmement mal, parce que mine de rien, j'ai quand même un peu d'expérience dans le niveau des politiques en France, mais ils ont prouvé que quand on veut, on peut, et j'ai vu un Paris transformé. Ça m'a rappelé le Paris de mon enfance. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. C'était une ville sûre. Ça a duré que 2 mois, la parenthèse. Oui, bien sûr, ça a duré que 2 mois. Mais elle était enchantée. Mais c'était enchanté. Ça prouve que c'est possible. Ce qui veut dire que c'est possible, ça veut dire que si Paris est une poubelle à ciel ouvert, c'est parce qu'il y a une volonté politique d'en faire une poubelle à ciel ouvert, que ce soit la mairie de Paris, Hidalgo, ou d'autres que je ne nommerai pas. Mais ça veut dire que si on peut faire de Paris un paradis pendant 2 mois pour les JO, ça veut dire que c'est une volonté politique que ce ne soit pas le cas le reste de l'année. Ouais, on se retrouve tout de suite pour avoir avec vous, Christelle Nias, ce que vous retenez de 2024. C'est avec nous, c'est sur Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Le dernier quart d'heure avec nos débatteurs ce matin de cette journée exceptionnelle, puisque c'est la dernière de 2024. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Je m'inquiétais de voir qu'il y a peu d'auditeurs ou d'auditrices qui réagissent au 0826 300 300 et de nos débattrices, Alexandra Spinner. Mais lui, il n'y en aura pas, parce que les gens sont ailleurs aujourd'hui. Ils vous écoutent peut-être de loin, mais ils ont autre chose à faire que d'appeler. Ils préparent ce soir le réveillon. Absolument. Écoutez, je vous souhaite de préparer au mieux. On leur souhaite de le à préparer. tous un bon réveillon, bien sûr. Avec des amis. Alors, Christelle Nias, qu'est-ce que vous avez retenu ? Parce que ils vous ont piqué la dissolution. Garenne Schnorr-Okian, ils vous ont piqué les JO. 2024 a été une année extrêmement houleuse, on va dire, mouvementée. Ouais. Il y a eu beaucoup de sujets au cours de cette année 2024. Bien évidemment, sur les JO. Ce que je retiens sur les JO, c'est pas tant la liesse, etc., mais plutôt, effectivement, notre capacité, finalement, à réussir de très beaux chantiers, parce que de par mes différentes fonctions, je suis intéressée sur toutes les questions d'assainissement, et alors l'assainissement, ça n'intéresse jamais personne. Ouais. Les eaux usées et les choses dont on ne parlera pas qui s'éloignent vers les Mais ça a été un chantier extrêmement important. Il a fallu traverser cette épreuve, parce que ça a été un budget extrêmement important. Il faut expliquer aux auditeurs si c'est un sujet qui ne concerne pas que Paris ou chaque commune.
c'est un système collectif sur la région parisienne. Et donc vous avez participé avec votre commune et le département du Val-de-Marne au chantier d'assainissement de l'eau de la Seine, qui a permis à Hidalgo de se baigner dans la Seine, et à certains de nos sportifs qui sont tous malades aujourd'hui. Je plaisante. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que les sportifs ont été malades après cette baignade dans la Seine? Certains, oui, les Belges ont dit à un moment donné. Est-ce que c'était vraiment à cause de ça? Bon, non, ça part. Bon, puis j'ai pas les infos, donc on va pas développer. Extrêmement lourd, donc non, alors, ce ne sera pas à cause de ça. Votre sujet, Christelle, c'est quoi? 2024, les JO, mais l'assainissement. Donc oui, ce sont des chantiers, parce qu'il y a des chantiers notamment avec tous les tunneliers, les mêmes tunneliers qui font les métros parisiens. On a utilisé les mêmes tunneliers pour pouvoir créer des kilomètres et des kilomètres de réseaux de canalisation, d'écoulement de l'eau. Et quand vous avez la chance de participer à l'inauguration de ces beaux chantiers, vous prenez toute la mesure du génie qui est à l'œuvre, qui est maintenant aujourd'hui enterré et dont on ne pense plus. On se rappelle de génie urbain, génie des architectes, génie des ouvriers, génie civil. Donc ce que nous sommes capables de faire, donc ça rappelle tout ça. Alors maintenant, on oubliera vite ça dans quelques années. On se rappellera quand ça dysfonctionnera, comme à chaque fois. Mais aujourd'hui, quelquefois ça déborde. Et quand ça déborde, exactement. Mais je pense qu'il faut saluer et rappeler aussi également sur toutes les questions de sécurité. Les Jeux Olympiques se sont bien passés sur les questions de la sécurité. On était dans un pays extrêmement tendu sur les questions sécuritaires. Ça a été une très grande crainte et effectivement sur cette question-là, on a mis tous les policiers et gendarmes de France à Paris. Donc oui, c'est pour ça que c'est difficile d'aller au-delà de 2 mois. Quoi, mais voilà, mais on a réussi. Mais est-ce que vous voulez nous dire dans cette année 2024, moi vous parliez du génie français, du génie civil en particulier, parce qu'elle rend hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui ont construit, par exemple, en ce moment, le grand métro. Moi, j'aimerais aussi rendre hommage et je crois que c'est aussi ce qu'on retiendra avec les JOP, c'est la renaissance de Notre-Dame, avec les bâtisseurs de cathédrales qui ont permis. Tous ces artisans. C'est prodigieux de voir cette cathédrale renaître. Je crois que le monde entier a vibré avec la France quand on a vu Notre-Dame à nouveau debout. J'ai trouvé ça magnifique et je suis certaine que c'est aussi ce qu'on retiendra de l'année 2024 et c'est aussi ça la grandeur de la France, ce dont nous sommes capables. Et il faut en permanence rappeler que oui, la France c'est cela, c'est les JOP, c'est la renaissance de Notre-Dame. Nous sommes capables de cela et il faut que ce soit aussi cette espérance pour 2025 et que voilà, la France, c'est Notre-Dame. Et là, on le voit avec Mayotte, une loi d'exception aussi pour essayer, comme pour Notre-Dame, avec un établissement public, une personnalité à sa tête, essayer en 2 ans de tenir à la reconstruction de l'archipel. Je fais le lien parce que vous voulez qu'on retienne Notre-Dame, mais on retiendra peut-être aussi cette idée qu'à chaque fois, on a essayé d'être efficace, pragmatique, et on a fait voler en éclat le droit. Que quand la France, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand la France se met ensemble, quand on se met ensemble, on est capable du meilleur. Bon. Et pour ça, vous ne rendez pas hommage à Macron? Pardon, je fais de la provoque. Ah oui, c'est vrai que Macron a construit lui-même Notre-Dame. C'est lui qui a posé chaque brique. Vous êtes en train de caricaturer ma caricature. Non, mais c'est Macron qui voudrait faire croire ça aux Français. Qui a décidé de la loi d'exception pour Notre-Dame, de l'établissement public? Bernard Arnault et les milliardaires français, et les grandes entreprises françaises. Il y a aussi des petits contributeurs. Et bien sûr, tous les petits contributeurs qui ont contribué, qui sont eux les plus importants, parce que c'est écrit dans la Bible, celui qui n'a rien et qui donne est plus important que celui qui a tout et qui donne. On a eu des dons de 5 euros, de 10 Bien sûr, on aura cité la Bible ce matin dans le métier, d'accord. C'est formidable. Pourquoi pas non, et Macron qui essaie de nous faire croire que c'est sa victoire. Non, mais pourquoi ne pas, un temps soit peu, reconnaître certains des aspects positifs? Je veux bien reconnaître qu'il a fait une loi d'exception. Rien ne trouve grâce à vos yeux dans ce qu'il a fait cette année. Qui l'a construite, c'est même pas lui qui l'a financée. Moi, je veux bien, mais Macron, très gentil, il a fait une très jolie loi d'exception. Bon, faudrait qu'il arrête d'essayer de toucher aux vitraux, parce que même Stéphane Bern a dit qu'il fallait pas toucher aux vitraux, parce que son délire d'hubris de vouloir laisser absolument sa patte dans l'histoire, parce que Macron veut laisser sa patte dans l'histoire. Il a tout raté depuis 8 ans, donc il se dit peut-être des vitraux à Notre-Dame dont on dit c'est moi qui les ai commandés. Quand il aura 80 ans, il viendra, il dira vous avez vu, c'est moi qui ai fait les vitraux. Mais bon, Stéphane Bern lui a dit de pas y toucher, et on est tous à peu près d'accord là-dessus. Stéphane Bern
se manifeste un peu tardivement, je dois dire, puisque nous, c'est un combat qu'on porte depuis longtemps. Vous êtes hostile au vitraux présidentiels, si j'ose dire. Complètement, oui. Moi, je crois qu'il faut... Parce que je pense qu'on a des vitraux absolument magnifiques. C'était déjà comment dirais-je, une nouvelle création à la fin du 19e par Viollet-le-Duc. Comme la flèche, bien sûr. Inspiré du Moyen-Âge, certes, mais qui, en l'occurrence, était moderne à l'époque. Donc pourquoi ne pas refaire aujourd'hui? Surtout pour une raison très simple, c'est que tout ce qu'ils font de moderne, c'est très très moche. Hein. Regardez la tête de l'Élysée sous Macron, ils ont refait la déco, c'est hideux. Donc je sais que Brigitte Macron pense peut-être qu'elle a des très bons goûts en déco intérieure, mais c'est pas le cas. Donc laissez Notre-Dame tranquille, s'il vous plaît. Refaites la déco de l'Élysée autant de fois que vous voulez. Les gens changeront. Mais c'est une artiste contemporaine. Oui, mais ça compte pour rien. Hein, quand on compte pour rien. Mais c'est très très laid, donc il faut mieux éviter de toucher. Pas vu, personne n'a encore vu les dessins de j'ai pas besoin de les voir pour savoir que ça va être moche. Donc c'est vraiment, ça s'appelle un procès d'intention, ça. Non, ça s'appelle l'expérience. Ah oui. C'est vraiment, je ne prendrai aucun risque là-dessus. Écoutons Stéphane Bern, ne touchez pas aux vitraux, s'il vous plaît. Bon, alors je refais l'avocat du diable, je reviens à la charge parce qu'on a un plateau très à droite aujourd'hui, un studio. Pardon, mais est-ce que les JO, Notre-Dame, pour ne citer que ces deux événements très positifs que vous avez tous salués, ne peuvent pas rééquilibrer un peu l'image qu'on peut avoir du président au regard de la dissolution? Alors là, je m'alourdis, c'est compliqué quand même. Après la dissolution, je suis bien d'accord. Mais vous n'avez aucun élément positif à offrir au bilan du président, je dirais. Mais en fait, un bilan, c'est total, et dans le total, c'est très mauvais. Donc c'est pas parce qu'il y a quelques bonnes choses que ça annule la totalité de la bien sûr, la totalité du bilan qui est catastrophique. Je vous rappelle qu'on est à 1000 milliards de dettes en plus. Le pays est ruiné. Et ça, c'est lui, votre avis? C'est lui et ses gouvernements qui ont fait les budgets depuis 8 ans au pouvoir. Darmanin, Bruno Le Maire, ils ont tous été au pouvoir et ont décidé de ces budgets catastrophiques année après année, endettement après endettement. On est passé de 2000 à 3000 milliards de dettes. Alors, qu'est-ce que vous attendez éventuellement ce soir des vœux présidentiels et des vœux pour 2025, puisque c'est pas vous qui serez à l'antenne demain ici dans le studio. Vous allez profiter de votre réveillon et on vous verra pas demain, on vous entendra pas demain. Christelle, peut-être parce que je me disais effectivement, peut-être un territoire qui soit plus équitable pour l'ensemble de la France. Il y a des souhaits à formuler, parce que je retiens aussi de 2024 que c'est l'année où on a eu tous les débats sur la vie chère dans les dom-toms. L'inflation, la suite de sur l'inflation, exactement, et qui sont quand même, on va dire encore, quand on repart sur nos dômes, eh bien aussi le microcosme de tout ce qu'on a sur le reste de l'Hexagone. Et aujourd'hui, c'est toujours pas résolu, et ce sont des sujets qui datent. Donc vous voudriez plus d'équilibre, d'équité sociale qu'on ait sur un tout le regard territoire national. Oui, exactement. Et que ce soit la France rurale ou la France urbaine, que ce soit la France d'outre-mer, d'outre-mer, exactement. Et qu'on arrête effectivement de gérer les particularismes et de fracturer un peu plus notre pays à chaque fois, et de traiter à chaque fois les particularismes. Voilà votre vœu pour 2025. Qu'on fasse un territoire pour tous les Français. Garenne Schnorrokian. Mon vœu, ce serait pas tant pour moi, mais pour les Français qui en ont vraiment ras-le-bol, parce que moi vraiment je pense pas que ça changera grand-chose, ce serait trop tôt, mais je pense que ce que les Français voudraient pour 2025, ce serait la démission de Macron. Vous faites partie de ceux qui veulent qu'il démissionne ou qu'il soit destitué? Moi non, moi personnellement je pense qu'il est trop tôt pour la démission de Macron, mais je pense que beaucoup de Français, de gauche comme de droite, rêveraient qu'en 2025 il démissionne. Oui, mais on sait qu'à la clé, certains politologues considèrent aujourd'hui que ce serait un déséquilibre des institutions qui serait dangereux. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas particulièrement pour. Mais je vous dis, ce sera un vœu que les Français ont. Et vous le prenez en compte et vous êtes leur porte-parole ce matin. Français, donc j'aime bien les écouter. Ok, c'est bien noté. Alexandra Spinner. Peut-être que justement les Français soient plus écoutés sur les sujets qui les préoccupent dans leur vie quotidienne. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les Français vivent mieux. Et j'aimerais que les politiques répondent concrètement à leurs préoccupations, parce que je rappelle que c'est pour cela que nous sommes élus. Alors on voit bien d'ailleurs dans le succès de Bruno Retailleau, qui répond à une véritable attente des Français,
que... c'est votre champion pour 2025. En tout cas, c'est le mien, oui, absolument. Oui. Oui, absolument. Je trouve que il fait la preuve que quand on a des convictions, qu'on est droit dans ses bottes, qu'on ne tergiverse pas avec ses convictions, et oui, les Français s'en aperçoivent. Et puis... Eh bien, on verra dans un instant, c'est sur l'agriculture, par exemple, l'agroalimentaire, les industries agroalimentaires, les Français sont suivis ou non, et si les mesures prises vont dans le sens de la défense de cet univers, on le verra dans un instant avec nos invités dans l'œil de l'expert. Et puis on parlera aussi de ce qui change d'un point de vue des impôts, du point de vue des propriétaires aussi, avec les logements dont certains ne vont plus pouvoir être loués. Imaginez-vous, ceux qui ont la catégorie G. Super idée socialiste. On ne relance pas le débat. Je voudrais vous remercier, vous souhaiter à tous les trois, et puis à nos éditeurs bien sûr, mais auditrices, à tous les trois un très bon réveillon, une très bonne soirée, une très bonne fin d'année. Vous remercier d'être venus dans le studio ici avec Valérie Expert bien sûr, avec votre serviteur un peu cet été et puis là maintenant, et on vous retrouve bien sûr sur Sud Radio de plus en plus souvent. À très bientôt et très bonne soirée à vous trois et à vous toutes et tous. Allez, c'est parti, maintenant c'est l'œil de l'expert après les pubs.